Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les sinistrés d'Omogui et Wukinanyana demandent d'être assistés après 2 semaines passées sans toit ni nourriture suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues. Les habitants du quartier Gasekebouye disent être inquiétés par un groupe de gens qui dépouillent les passants de tous leurs biens, d'où ils demandent que le nombre d'agents de l'ordre soit revu à la hausse pour sécuriser ce quartier. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des difficultés rencontrées par les anciens exploitants du marais de Niabalédé, intimidés et menacés par les administratifs locaux. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutant ce journal par la page Droits de l'homme, où le gouvernement du Burundi est appelé à créer un environnement sûr dans lequel la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes puissent mener leurs activités en toute indépendance, sans faire l'objet d'intimidation, sans oublier de libérer toutes les personnes détenues pour avoir mené leurs activités de défense des droits de l'homme. Ce sont du moins certaines des recommandations de la résolution émise à l'égard du gouvernement burundais, issue de la réunion du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme de ce jeudi. Les principales recommandations de cette résolution avec Nadège Irakoze. Lors de la 57e session en Suisse, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a sorti ce jeudi 10 octobre 2024 sa résolution à l'égard du Burundi, considérant la violation flagrante, incessante des droits de l'homme au Burundi depuis la crise sociopolitique en 2015 et qu'il reste préoccupé par le refus du gouvernement burundais de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que son rapporteur spécial au Burundi. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies condamne fermement toutes les violations des droits de l'homme commises au Burundi et demande au gouvernement de mettre fin immédiatement à ces violations. Ainsi, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies exhorte le gouvernement burundais à garantir les droits à la liberté d'opinion et d'expression et à la liberté de réunion pacifique et d'association, et souligne qu'il importe que le gouvernement burundais crée un environnement sûr dans lequel la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les blogueurs et les autres professionnels des médias, y compris les femmes, puissent mener leurs activités en toute indépendance sans faire l'objet d'intimidation ni d'ingérence injustifiée, et aussi de libérer toutes les personnes qui sont encore détenues pour avoir mené leurs activités de défense des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme condamne l'impunité généralisée pour toutes les violations des droits de l'homme et exhorte le gouvernement burundais à traduire en justice tous les auteurs de ces crimes sans considérer leur poste au sein du gouvernement ou du parti au pouvoir, et que les victimes puissent obtenir réparation en justice. Également, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies demande au gouvernement burundais de créer les conditions nécessaires à la tenue des élections inclusives, transparentes et crédibles prévues en 2025. Les dirigeants du Burundi sont aussi appelés à coopérer pleinement avec le rapporteur spécial des Nations Unies au Burundi et de mettre en application ces recommandations. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies termine sa résolution en déclarant qu'il reste saisi par la question du Burundi et ainsi qu'il proroge d'une année le mandat du rapporteur spécial qui suit de près la situation des droits de l'homme au Burundi. Nadège Irakoze, des droits de l'homme toujours. La prolongation du mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi est une bonne nouvelle pour les défenseurs des droits de l'homme en même temps que les Burundais qui subissent des violations des droits humains. Propos de la Lini Bidzi, directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Selon elle, cette prolongation de mandat montre que la communauté internationale reste préoccupée par la situation des droits de l'homme au Burundi et qu'elle veut donc rester informée par des sources sûres. Suivez. La prolongation du mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi est un message fort du Conseil des droits de l'homme et même de la communauté internationale. Là, j'y vois au moins 3 messages. Le premier message, c'est que
la communauté internationale reste préoccupée par la situation des droits de l'homme au Burundi. La communauté internationale est informée que les droits de l'homme sont violés. Ça veut dire que le plaidoyer qui se fait sur les multiples cas de violation des droits humains, comme les assassinats, les disparitions forcées, les arrestations et les emprisonnements arbitraires et les violences basées sur le genre et tout consort, sont bien entendus par la communauté internationale et le Conseil des droits de l'homme, en reconduisant ce mandat par le biais d'un vote, démontre que les nations sont préoccupées par la situation du Burundi, surtout que nous approchons les élections en reconduisant le mandat du rapporteur spécial, c'est que la communauté internationale veut rester informée sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Quelles sont nos attentes? Les attentes de cette commission, du travail du rapporteur spécial, ce sont des attentes multiples, malgré les difficultés. Nos attentes, c'est que le Burundi, quand même, soit conscient qu'il est suivi, soit conscient qu'il est sous les radars de la communauté internationale et qu'il n'est pas uni, et que les cas de violation qui sont enregistrés sont véhiculés par les victimes. Nos attentes, c'est que le Burundi, quand même, puisse se ressaisir, qu'il sache que il est de l'intérêt de la population, qu'il est de l'intérêt des dirigeants, qu'il y ait une investigation sur les violations, qu'il y ait un rapportage sur les violations et que le Burundi pour qu'il quitte les radars au niveau international, que le Burundi doit laisser indépendant les mécanismes. Nous attendons que progressivement le Burundi comprenne qu'il ne peut pas continuer à violer les droits humains. En page sécurité, un groupe de bandits sème la terreur au quartier Gasekebuye de la zone Moussaga en mairie de Bujumbura. Les heures de la nuit, ce groupe s'attaque aux passants et les dépouille de leurs biens. Ce qui inquiète plus la population, c'est que ce groupe ne cesse de s'agrandir au jour le jour. Et les habitants de ce quartier demandent à la police la multiplication des patrouilles nocturnes. Le point avec Balthazar Megour. Les habitants du quartier Gasekebuye les plus exposés aux actions de ces bandits sont ceux qui rentrent les heures avancées de la nuit. À partir de 23 heures, ces bandits sont actifs surtout dans des endroits non éclairés. Toute personne qui passe à partir de cette heure de la nuit a très peu de chances d'échapper à la règle. Il se fait dépouiller de tous ses biens et surtout les téléphones. Le plus inquiétant, selon ces témoins, c'est le fait que ce groupe s'agrandit chaque jour. Nous, habitants de la zone Moussaga, surtout au niveau de la première avenue, sommes menacés par un groupe de bandits, surtout au niveau du pont, sur la route qui mène vers Gasekebuye. Ces bandits font la loi à ce niveau. Tu ne peux pas y passer avec un téléphone, même caché. La malchance, c'est surtout quand ton téléphone sonne, une fois arrivé à ce niveau. On te dépouille même de tout autre objet de valeur que tu as sur toi. Et ce n'est pas uniquement à ce niveau. Ça se fait même dans d'autres endroits, surtout obscurs. Le problème est que plus les jours passent, plus le groupe s'agrandit et se renforce. Les habitants de ce quartier disent que les administratifs jusqu'au niveau de la zone sont au courant de ce phénomène, mais ne font rien pour le combattre. Les habitants de ce quartier demandent la multiplication des patrouilles par la police. On a tant crié et demandé l'intervention du chef de zone, mais en vain. Les chefs de quartier ne s'en soucient point. Alors, on demande avec insistance que les policiers multiplient des patrouilles nocturnes. Certains des habitants des quartiers peuvent terminer le travail tardivement et rentrer tard. Il faut qu'ils soient sécurisés. C'est la honte que de telles choses se passent en pleine capitale. Contacté à ce propos, Manyusi Nyokindi, chef de zone Moussaga, n'a pu s'exprimer à propos. Il a indiqué qu'il est occupé. Je vous le disais en titre, les anciens exploitants du marais de Niabalélé, situé en commune Nyanzalak, vivent désormais la peur au ventre, et pour cause, leurs représentants subissent menace sur menace de la part des administratifs de la place, à telle enseigne que certains d'entre eux ont même dû fuir leur foyer, de peur d'être malmenés. Le reportage est signé Elos Divin Rémiche.
Nous avons vraiment peur de ce qui peut nous arriver d'un moment à l'autre. Cette personne qui parle des craintes dont lui et ses amis éprouvent ces derniers jours est l'un des anciens exploitants du marais de Nyabarere. Ces anciens exploitants, estimés à plus de 200 et habitants des collines Wuheka et Moure, se sont vus empêcher l'exploitation de ce marais qu'ils avaient obtenu sous le régime de feu président Jean-Baptiste Bagaza. Ces terres leur ont été retirées pour être accordées à un nommé Aaron Gulibiriho, sous prétexte qu'elles lui appartenaient avant 1972, période à laquelle il avait pris le chemin de l'exil vers la Tanzanie. Malgré que ces anciens exploitants criaient haut et fort que les terres du marais de Nyabarere sont domaniales, elles ont fini par être accordées à Ngulibiriho en date du 24 septembre dernier par le gouverneur de Makamba, qui était accompagné par l'administrateur de Nyanzalak, ainsi que d'autres autorités provinciales. Un fait qualifié de magouille par les anciens exploitants. Ces derniers avaient demandé également l'autorisation de récolter certaines cultures lors de l'octroi de leurs terres à Ngulibiriho, mais en vain. Leurs cultures sont en train d'être vendues actuellement par les proches et acolytes d'Ngulibiriho. Ces anciens exploitants ne se sont pas lassés d'alerter une spoliation en cours jusqu'à se confier à différentes institutions de l'État, dont le bureau de la présidence. Alors qu'ils attendaient une réponse des institutions sollicitées, certains d'entre eux subissent ces derniers jours des menaces. Ils parlent des convocations en cascade données à certains de leurs représentants. Le cadre révélé par des sources est celui d'un certain Elias Ngendakuliyo, qui ne cesse d'être convoqué par la justice. Il avait été convoqué au commissariat de Nyanzalak par un officier de la police judiciaire et ce dernier lui avait dit de rentrer, qui sera de nouveau convoqué. Ce qui n'a pas tardé car il porte sur lui actuellement une autre convocation pour le mercredi prochain d'après nos sources. Témoignage de l'un des anciens exploitants du marais de Nyabarere. Je fais partie des anciens exploitants du marais de Nyabarere dont Elias Ngendakuliyo est le représentant. Nous avons respecté la décision que les autorités ont prise. On ne comprend pas pourquoi les menaces continuent. On trouve tout simplement qu'on fait du mal. À part ces convocations en cascade, il y a aussi d'autres anciens exploitants qui ont pris la décision de vivre en cachette de peur d'être malmenés. En général, ces anciens exploitants du marais de Nyabarere dont nous nous sommes entretenus demandent toujours que des enquêtes indépendantes soient menées pour connaître le vrai statut du marais de Nyabarere et qu'ils aient l'autorisation de récolter certaines cultures qui étaient prêtes à être récoltées de leurs anciennes terres. Vous saurez qu'au cours de l'émission publique animée ce vendredi en province de Bururi par les porte-paroles des institutions étatiques, la question relative à ces terres situées dans le marais de Nyabarere a été posée par l'un des anciens exploitants qui étaient présents. Clément Dikouma-Sabo, porte-parole du ministère de l'Environnement, de l'Élevage et de l'Agriculture, lui a répondu qu'une commission mise en place par ce ministère va être envoyée prochainement sur terrain pour s'enquérir de la situation et ainsi prendre des mesures allant dans le sens de trouver une solution. En parlant justement de cette émission, le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines a tranquillisé la population comme quoi le gouvernement est en train de fournir des efforts pour que le carburant de type mazout soit disponible au même niveau que l'essence. Innocent Gilokishaka a expliqué cette carence par le fait que le mazout est tellement sollicité sur le marché international. Suivi. Concernant le carburant du type mazout, je pense que vous l'avez déjà constaté comment nous l'avons fait pour l'essence. Ça va un peu mieux pour l'essence actuellement. Même hier, il y a 20 camions transportant de l'essence qui sont venus au Burundi. Mais pour le mazout, vous savez bien qu'il y a beaucoup du monde à la recherche de mazout. Ainsi, pour le mazout, la disponibilité ne peut pas être rapide au même niveau que l'essence. Mais nous essayons de faire de notre mieux pour que le mazout soit disponible. De plus, le mazout est disponible dans différentes stations, même si ce n'est pas en quantité suffisante. Nous y travaillons toujours en attendant que les bateaux qui le transportent débarquent à Bujumbura. Pour le moment, nous sommes en train d'acheter une petite quantité au marché de Dar es Salaam en attendant que cette pénurie soit résolue. Donc, je pense qu'il y a toujours de l'espoir car nous allons utiliser la même méthode que celle qu'on a utilisée pour l'essence. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde qui sont à la recherche de mazout au marché. Ainsi, on le sert un à un et je pense que très bientôt, le mazout va être disponible.
La santé était également à l'honneur. Le porte-parole du ministère de la Santé publique a fait savoir que depuis l'arrivée de l'épidémie de la variole du singe au Burundi jusqu'au 10 octobre de cette année, 1093 cas ont été testés positifs au Mpox. Polycarpe Gilukushaka fait néanmoins savoir que sur tous ces cas confirmés, 598 sont déjà guéris. Suivez. Le 25 juillet de cette année, le ministre de la Santé a déclaré l'épidémie de Mpox sur le sol burundais. Depuis cette date, jusqu'à aujourd'hui, nous avons mené beaucoup d'activités louables, de telle façon que aujourd'hui nous avons déjà découvert 1093 personnes qui ont attrapé cette maladie. Ces personnes ont été découvertes parmi les 6832 inspectés dans les ménages, mais seulement 2677 personnes constituées des cas suspects, dont les 1093 cas confirmés 6 en haut, et ce jusqu'à ce 10 octobre. bashikirwa 2677 aho no kugera ejo igenekerezo rya 10 mu kwezi turimo ari nabo batowemwo abo 1093 bamaze kuba diagnostic positive bamaze gutorwa iyo ngwara ariko twamenyesha yuko kubera kubitaho hakiri kare abashika. Mais parce que nous les avons traités à temps, 589 personnes sont déjà guéries et ont regagné leur famille avec un paquet de conseils pour ne pas attraper encore une fois cette maladie. Nous sommes ravis de la façon dont ils sont traités à temps et les résultats sont remarquables, vu que cette épidémie n'a jamais tué personne au Burundi. Au Burundi, nous avons 49 districts sanitaires. Dans 41 districts, nous avons découvert au moins une personne atteinte de cette épidémie, mais aujourd'hui, seulement 33 districts sanitaires comportent au moins une personne sous traitement. Ce porte-parole a également parlé de stratégies en application pour éviter que cette épidémie ne continue à se propager. Encore une fois, Polycarpe Gilukushaka. Plusieurs actions sont en cours, particulièrement dans le sens de sensibiliser la population. Le personnel de santé utilise les véhicules lance-voix et puis nous traçons les cas confirmés jusque chez eux pour voir s'il n'y a pas de personnes d'autres qui sont contaminées dans le voisinage et les traiter bien à temps pour qu'ils guérissent vite et éviter qu'ils ne contaminent les autres. Nous insistons sur le fait que ceux qui sont atteints de cette maladie sont traités gratuitement afin que ceux qui voient des symptômes de cette maladie sur eux n'aient pas peur d'aller se faire soigner. Nous insistons en effet sur l'hygiène car le manque d'hygiène constitue l'une des causes de cette maladie. Nous mettons dans des places où se rencontrent plusieurs personnes de l'eau en utilisant des véhicules et des sacs à eau en collaboration avec des partenaires du Burundi dans le secteur de la santé, et ce, du jour au jour. C'est donc une activité continue et nous remercions les médias qui ne cessent de nous apporter de l'aide en sensibilisant la population sur la bonne conduite pour éradiquer cette épidémie. Parlons à présent sport où le Burundi perd de plus en plus l'espoir de participer au championnat de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc en 2025. C'est après qu'il a été battu ce jeudi par le Burkina Faso sur un score de 4-1 sur 3 matchs déjà joués. Le Burundi a une note de 3/9. Le point avec Emmanuel Nyonge. Le début du match qui a opposé l'équipe Inhamba du Burundi contre le Burkina Faso ce jeudi s'était bien annoncé. Déjà à la 4e minute, Bienvenu Kanakimana de l'équipe Inhamba a marqué le premier but. La situation a changé en faveur du Burkina Faso avec 2 buts marqués successivement par le joueur Dango Ouattara à la 33e minute et à la 34e minute par Sacha Jordan. Après 10 minutes seulement, c'est-à-dire à la 44e minute, Dango Ouattara a marqué le 3e but. Au cours de la deuxième mi-temps, les joueurs de l'équipe Inhamba Murugamba ont essayé de se défendre en faisant rater plusieurs buts de l'équipe du Burkina Faso. Toutefois, le 4e but sera inscrit à la 50e minute par Issoufou Dayo. Dans les dernières minutes du match, les Inhamba ont tenté de se rattraper, mais aucun autre but n'a été marqué. Le match a été donc clôturé sur un score de 4 buts du Burkina Faso contre 1 du Burundi. Vous saurez que le match retour entre le Burundi et le Burkina
Burkina Faso aura lieu le 13 octobre prochain. Sur 3 matchs déjà joués, le Burundi a 3 points sur 9 au moment où le Burkina Faso totalise 7 points. Le Sénégal a 4 points sur 2 matchs joués et le Malawi 0 points. Les matchs comptent sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc. On commencé le jeudi 5 septembre 2024 à Bujumbura avant son départ au Malawi. Le dernier dossier de ce journal parle de sociétés où plus de 180 maisons, 16 salles de classe, 6 toitures d'églises ainsi que 1000 hectares de champs de culture ont été détruits par des pluies torrentielles qui se sont abattues il y a 2 semaines sur différentes zones des communes Mugwi et Bukinanyana. Nous sommes en province Chibitoke. Les habitants des localités touchées par ces fortes pluies mêlées de grêle indiquent qu'ils se trouvent dans une situation précaire, sans logement ni nourriture, et appellent le gouvernement et toute âme charitable à leur venir en aide. Les détails avec Vicky Chris Ninheritz. Les zones les plus touchées par ces pluies torrentielles dans la province de Chibitoke au cours de 2 dernières semaines sont Garabura, Rusenda et Ndora, toutes situées dans la commune de Bukinanyana, ainsi que Buhaïla et Budirasadi dans la commune de Mugwi. Les habitants de ces localités, en particulier ceux qui ont été directement affectés, signalent qu'ils se trouvent dans une situation très difficile. Ils indiquent qu'ils se logent chez des ménages qui n'ont pas été touchés par les pluies, car ces dernières ont détruit leurs maisons. Un autre problème urgent auquel ces victimes sont confrontées est la faim. Ils expliquent que leurs provisions, tant dans leurs maisons que dans leurs champs de culture, ont été détruites par ces fortes pluies. Les élèves sont également touchés par ces pluies torrentielles dans les communes de Mugwi et Bukinanyana. Certaines salles de classe ont été détruites, ce qui fait que actuellement certains élèves poursuivent leurs études en plein air, tandis que d'autres empruntent des salles d'église et d'autres encore sont entassés dans des salles qui n'ont pas été affectées par les fortes pluies. Selon une source parmi les administratifs de la commune de Chibitoke, 186 maisons, 6 salles de classe, 6 toitures d'église ainsi que 1000 hectares de champs de culture ont été détruits par ces pluies torrentielles. Les habitants des localités touchées par ces fortes pluies mêlées de grêle appellent au gouvernement et toute âme charitable à leur venir en aide dans cette situation précaire. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Vicky Chris Ninheritz que prend fin le journal en français de ce vendredi 11 octobre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.